La nature peut faire des choses bizarres. Des grenouilles volantes, des bambis vampires ou des poissons à dentition humaine. Mais parfois, elle déconne complètement, avec des phénomènes biologiques qui n'ont aucun sens, des bugs de l'évolution. Pourquoi tous les animaux finissent par évoluer en crabes? Des pinces, une carapace et des petits yeux. Pourtant, ces crabes ne sont pas des crabes. On pourrait penser que dans l'arbre du vivant, il y a eu un ancêtre du crabe qui a donné tous les types de crabes sur Terre. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Les crabes viennent de plusieurs ancêtres différents qui ont tous convergé vers cette forme-là. C'est ce qu'on appelle la carcinisation, la tendance qu'a la nature à transformer ces animaux en crabes. Et c'est normal, le crabe a une forme parfaite, alliant mobilité, protection, fouille du sol et autodéfense. Un homard, ok, il peut nager, mais t'as juste à l'attaquer sur le côté et c'est fini. Voilà pourquoi certains finissent par rétrécir cette partie à devenir de faux crabes. La nature a bien essayé de faire encore mieux que la carcinisation, mieux que la forme du crabe. Par exemple, avec Calichimera perplexa, la tentative de faire une chimère entre un poisson et un crabe qui nage. Malheureusement, ça n'a pas l'air d'avoir marché. L'évolution a quelque chose de fascinant. Elle aurait pu créer des millions de formes différentes, mais elle n'a choisi que quelques formes parfaites. La forme poisson en fait naturellement partie. Je vous rappelle que l'ancêtre des phoques et lions de mer, c'est une sorte de mangouste. Que l'ancêtre de la baleine et des dauphins, c'est ça, une sorte de chien, un mammifère qui, à force de chasser dans l'eau, a fini par développer des nageoires et une forme longiligne caractéristique. Pareil pour cette forme, entre un hérisson, un porc-épic, un tendrake ou un échidné, il n'y a aucun rapport. Même s'ils se ressemblent, ils n'ont pas le même ancêtre commun. Un phénomène de plagiat qui n'est pas nouveau. On peut s'étonner que certains dinosaures soient les miroirs de nos mammifères d'aujourd'hui, le diplodocus, le tricératops, l'ankylosaure ou l'ichthyosaure. On appelle ça la convergence évolutive. Et c'est un concept fou, parce que ça veut dire que si on recommençait la vie depuis zéro, ou si on était sur une planète extraterrestre avec les mêmes conditions qu'ici, au bout d'un certain temps, on finirait par retrouver certains de nos animaux. Un phénomène de convergence qui continue encore aujourd'hui. Certains gobies, des poissons donc, commencent à se voir apparaître des pattes. Ils marchent, ils sautent, ils montent sur les arbres. Et pourtant, ce sont des poissons. Des poissons qui refont ce que notre ancêtre a fait il y a plusieurs centaines de millions d'années. Peut-être que ce goby est le futur du monde animal. Les champignons sont des animaux. Oui, c'est étonnant, mais les champignons ont plus leur place au rayon viande qu'au rayon légumes. Quand on regarde une cellule de champignon au microscope ou qu'on remonte son arbre généalogique, les champignons sont de proches cousins des animaux. Je vais vous expliquer. Il y a 2 milliards d'années, tout ce qui est vivant ressemblait à ça, une cellule eucaryote. Elle va évoluer en prenant deux chemins différents, les bicontes qui donneront les plantes, et les unicontes qui vont eux-mêmes se diviser entre les amibes et les opistocontes. Là, le voilà notre ancêtre commun. C'est à ce moment-là qu'animaux et champignons prennent deux voies différentes. Mais pas complètement. Il existe encore aujourd'hui des créatures fascinantes, mi-animales, mi-champignons. Quand on a découvert ça en 1998, la division classique entre plantes et animales s'est écroulée. Avant ça, on pensait que les champignons étaient une sorte de plante primitive, alors que ça n'a rien à voir. Un champignon, ça n'aime pas trop la lumière du soleil. On doit les élever dans l'obscurité d'ailleurs. Ils ne font pas de photosynthèse, mais se nourrissent de cadavres. Ouais, des cadavres qu'ils digèrent en utilisant des acides et des enzymes, comme nous. La paroi cellulaire des champignons est d'ailleurs en chitine, à savoir la même matière que la peau des insectes. Manger des cèpes n'est pas si loin que de croquer dans un gros cafard. Si jusqu'ici vous trouvez ça bizarre, sachez que les champignons peuvent aller encore plus loin. Parce que si certains pensent qu'ils sont d'origine extraterrestre, c'est parce que c'est vraiment un organisme à part dans le vivant. Déjà, sachez que ça, ce n'est pas vraiment le champignon. C'est l'organe reproducteur, le zizi de la forêt. Car c'est sous terre que cette créature se cache. Le mycélium, c'est sa véritable forme, un vaste réseau complexe de milliards de filaments. Ils sont capables de s'étendre sur des distances folles, comme l'armillaire des montagnes bleues d'Oregon, 4 km de large. Officiellement, ce champignon est le plus grand organisme vivant sur Terre. Il s'infiltre jusque dans les cellules des arbres en transmettant des informations comme le feraient des neurones. C'est pour ça que le mycélium est souvent comparé au cerveau de la forêt. Et cette intelligence, on peut la voir chez un cousin du champignon, Physarum polycéphalum
dit le blob. Il peut sentir la nourriture au loin, résoudre des labyrinthes, se souvenir des obstacles et transmettre cette connaissance à d'autres blobs. On l'a même utilisé pour tracer le chemin optimal des métros de Tokyo, un algorithme vivant. Une intelligence qu'on peut aussi voir chez les cordyceps, des champignons parasites qui sont capables de prendre le contrôle d'insectes. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est comment il fait une fois à l'intérieur du corps. Vous pensez qu'il va dans le cerveau, qu'il envoie des signaux chimiques ? Eh bien non, il infiltre ses filaments dans les muscles, il se sert de la fourmi comme un pantin. Le cerveau de la fourmi reste intact. Elle est complètement consciente, mais ne contrôle plus son corps. Le cordyceps va l'éloigner de sa fourmilière, trouver un endroit avec le parfait niveau d'humidité, diriger la fourmi à une hauteur précise, l'orienter vers le nord magnétique toujours, et enfin lui faire planter solidement ses crocs dans la plante pour ne plus jamais s'en détacher. À ce moment-là, la fourmi est encore vivante, encore consciente. Elle pourrait presque entendre le champignon lui dire « Maintenant que tu es là, je vais envahir ton corps, te faire mourir à petit feu dans d'atroces souffrances, et quand enfin j'émergerai de ton corps, j'enverrai mes spores infecter tes frères. » Terrifiant, n'est-ce pas, hein? Eh bien, dites-vous que nous aurions pu connaître le même sort si le corps des animaux avait été un petit peu plus froid. Au-dessus de 30 degrés, le champignon se sent pas bien. Pour certains biologistes, si tous les mammifères ont à peu près la même température, c'est que dans l'évolution, ça a été une façon pour nous d'échapper au contrôle de ce gigantesque cerveau fongique. En attendant, on mange ses petits zizi avec du persil et de la crème fraîche. L'ornithorynque est encore plus bizarre que vous ne le pensez. Vous le savez, l'ornithorynque est considéré comme l'animal le plus bizarre du monde. Mais grâce à des découvertes récentes, ça va encore plus loin. Ça, c'est le compteur de bugs de la nature. Vous allez voir, ça va monter haut. L'ornithorynque est un mammifère avec une queue de castor et un corps de loutre. Jusqu'ici, tout va bien. Mais il a un bec de canard, caoutchouteux et flexible au toucher, avec des griffes mais sur des pattes palmées. Sa queue ne lui sert pas à nager mais à stocker de la graisse et réchauffer ses œufs, car oui, même si c'est un mammifère, il pond des œufs comme un oiseau, c'est pas censé être possible. Comme les oiseaux d'ailleurs, l'ornithorynque femelle n'a pas de vagin mais un cloaque, à savoir un trou qui lui permet d'uriner, de déféquer et de pondre ses œufs. Cloaque dans lequel le mâle s'insère avec un pénis avec 4 glands et des testicules internes. Et ce que vous voyez, c'est des ornithorynques qui se reproduisent. Une fois sorti de son œuf, le bébé ornithorynque va faire comme tous les mammifères, téter sa mère. Sauf que la maman, elle n'a pas de mamelle. Elle va donc suer du lait. Le lait sort de ses pores, comme la sueur, et s'accumule en gouttelettes le long des poils que bébé ornithorynque peut lécher. Alors oui, ils ont l'air mignons comme ça, mais méfiez-vous. Les mâles sont venimeux. Alors, d'autres mammifères le sont, c'est pas unique dans la nature, mais c'est des venins dans la salive. Les ornithorynques possèdent un dard comme une guêpe. Le venin qu'ils t'injectent est proche de celui de certains serpents, sans être mortel pour les humains. Par contre, c'est ultra douloureux. Au dire d'un vétéran qui s'est fait piquer, ça fait encore plus mal que de se faire frapper par des éclats d'obus. Ouais, bon, c'est bon, on a compris, elle est bizarre ta bestiole. Bah attendez, c'est pas fini. Pour trouver ses proies sous l'eau, l'ornithorynque n'utilise pas ses yeux, mais son bec, qui lui sert en fait à détecter les champs électriques produits naturellement par les animaux. Il a littéralement le 6e sens de pouvoir détecter l'énergie dégagée par ses proies. Alors il plonge, il la gobe, et l'ornithorynque n'a pas de dents. Bon, il peut manger, hein, mais pour ça il doit stocker des cailloux dans sa bouche, un peu comme un écureuil, afin de mâcher et broyer sa victime. Victime qu'il ne digérera pas très longtemps, car l'ornithorynque n'a pas d'estomac. Tout part direct dans les intestins. Récemment, on a découvert que l'ornithorynque était fluorescent, ce qui lui permettrait de se rendre invisible la nuit aux yeux de certains prédateurs, brouillant leur vision UV. Je termine avec une dernière étrangeté. Ils n'ont pas 2 chromosomes XY comme tout le monde, mais 10 exemplaires qui permettent de déterminer le sexe. Qu'est-ce que c'est que cet animal ? Einstein disait de Dieu qu'il ne jouait pas au dé, bon bah là clairement il a mélangé tous les animaux existants. C'est tellement bizarre que pendant longtemps, les biologistes pensaient que c'était une blague d'initié, un easter egg. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir en arrière. Tous les mammifères, comme les humains, ont des sangs de ça. Un thérapside, une créature moitié chien, moitié dinosaure. Il y avait déjà ces sortes de tigres à l'époque, nos lointains cousins. Les dinosaures sont ensuite devenus les oiseaux et les reptiles, ça vous savez. Et nous, les mammifères, on a fait notre petite vie de notre côté. Sauf les ancêtres de l'ornithorynque,
qui n'ont pas évolué avec nous, c'est littéralement des mammifères préhistoriques. Les deux seuls qui existent encore, c'est eux et les échidnés, de proches cousins qui eux aussi pondent des œufs. Si tout ce beau monde existe encore, c'est grâce à l'isolement. On n'en retrouve qu'en Australie, mais plus pour très longtemps. Les ornithorynques sont en voie de disparition, et bientôt, les mammifères placentaires régneront seuls. Quand de drôles d'organes te poussent sur le corps. Voici un narval, la licorne des mers. Son éperon a longtemps été un mystère. Sachez-le, on est loin d'une corne de rhinocéros, c'est littéralement une dent géante. C'est comme si ta canine partait en cacahuète et que tu te retrouvais avec une épée de 3 mètres de long dans la bouche. C'est pour ça que, contrairement à l'idée populaire, ça ne lui sert pas à empaler les poissons, briser la glace ou combattre ses rivaux. Ça serait extrêmement douloureux. Non, en fait, son éperon est un organe sensoriel qui lui permet de connaître la pression, la température et sert même d'antenne d'écolocalisation. Pour comprendre comment la nature en est arrivée là, les scientifiques ont fait s'accoupler un beluga, avec de belles dents, et un narval. Le résultat, c'est ça, un narluga avec des dents qui partent vers l'avant. C'est probablement comme ça qu'un premier narval est un jour né dans la nature. Bonne nouvelle donc, si vous avez des chicots défoncés, vous êtes peut-être le futur de l'évolution. Le deuxième animal buggé dont je voulais vous parler, c'est lui, l'aïe-aïe. Déjà, le design est raté, c'est moche. En fait, c'est tellement moche qu'il est en voie d'extinction à cause de ça. Il se fait tuer parce que les paysans en ont peur. En même temps, regardez ses mains, mais bordel! Vous auriez pourtant tort de juger trop vite, c'est un trésor de l'évolution. Surtout son 6e doigt, long et fin, jurant avec les autres. C'est sa baguette de sorcier. Il s'en sert comme un sonar pour trouver des larves cachées dans les cavités de troncs d'arbres. Il va tapoter ultra rapidement avec son doigt magique et scanner l'intérieur de l'arbre grâce aux vibrations. Dans cette vidéo, il a une prise, il ouvre un trou et utilise son doigt crochu pour se faufiler dans la cavité, agripper sa proie comme à la foire du trône et remonter tranquillou pour se régaler. Ça tombe dans la bouche. Enfin, les plus étranges organes du monde animal, ce sont les mimétiques. Regardez ce serpent, non seulement ils se font parfaitement dans les rochers, mais le truc qui bouge à côté, c'est pas un insecte, c'est bel et bien sa queue. Il s'en sert comme un appât pour piéger les oiseaux. Et des exemples du genre, il y en a d'autres. Par exemple, le gecko satanique à queue de feuille, qui est arrivé à reproduire parfaitement le design de la nature. Ou ces chenilles, qui sont devenues des serpents, jusqu'à imiter leur langue et son mouvement. Ça paraît irréel que des imitations aussi convaincantes aient pu émerger d'elles-mêmes. Mais pourtant, ça a une logique. Plus tu es protégé, plus tu es bon prédateur, plus tu te reproduis. Et avec des milliers d'années, tu finis par parfaitement te fondre dans ton environnement, et j'ai mis 10 minutes à trouver l'animal dans cette photo. Et si l'animal le plus étrange, c'était nous. L'humanité est sans aucun doute un animal unique par son intelligence. Mais pas que. En réalité, l'humain a aussi quelque chose en commun avec l'axolote, qui est considéré comme le deuxième animal le plus bizarre, après l'ornithorynque. Car l'axolote est néoténique. Il peut choisir de devenir adulte, une salamandre, ou rester un bébé toute sa vie. L'axolote est un fœtus de salamandre permanent. Et ça a des avantages pour lui. La régénération de ses membres, l'absence de cancer, tout ça en ayant la capacité de se reproduire. Quel rapport avec les humains? La néoténie, justement. C'est une thèse fascinante en biologie. Normalement, quand un animal naît, en quelques heures, voire quelques jours, il est autonome. Il peut marcher, se nourrir, voire parfois quitter sa mère. Les bébés humains, pendant 2 mois, ils n'arrivent même pas à bouger leur tête tout seuls. Faut 1 an pour qu'ils apprennent à marcher et 15 ans pour atteindre la maturité sexuelle. En termes évolutifs, c'est un luxe gigantesque. Pour plein de philosophes, c'est ça qui nous a obligés à développer une culture et une interdépendance avec les autres. Sans ça, l'humanité n'aurait eu aucune chance de survie. Mais comment c'est arrivé? Pour certains, c'est parce que la bipédie nous a empêchés de faire de longues gestations. Pour d'autres, c'est un moyen de prioriser le développement du cerveau. Mais la thèse qui me plaît le plus, c'est la néoténie humaine. En réalité, nous serions des bébés singes géants, des axolotes primates. Et c'est vrai qu'on est plus proche du bébé gorille que de l'adulte. De par l'ossature, le visage plat, la pilosité, les bras courts, les dents toutes petites et des dizaines d'autres caractéristiques. Même notre intelligence est néoténique. On aurait gardé la plasticité cérébrale du bébé qui nous permet d'apprendre en continu. Aussi, leur dépendance affective qui nous a poussé à nous rapprocher, à collaborer, à faire société. L'homme est un fœtus de primate parvenu à maturité sexuelle.
Donc voilà, si t'as 20 ans, t'as pas de barbe, pas de poitrine, un visage d'enfant, quelque part, tu es un peu le sommet de l'évolution. On se rassure comme on peut. J'espère vous avoir appris des choses, vous avoir fait découvrir ces étrangetés de l'évolution. Abonnez-vous si ça vous a plu, que je vous fasse découvrir plein de nouvelles choses. Vous avez aussi les réseaux sociaux pour découvrir toutes nos aventures. Encore un grand merci au monteur. Allez les amis, ciao!